Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment Chopin a pu inspirer les écrivains après sa mort et aussi les cinéastes. Alors d'abord, je vais vous parler de Franz Liszt, parce que c'était un compositeur de son temps et qui a écrit ce qu'on appelle le style du tombeau. Donc c'est en hommage à Chopin après sa mort. Il est revenu un petit peu, il a fait un livre sur lui pour évoquer Chopin dans son intimité, dans ses inspirations. Et on retrouve complètement ce qu'on a déjà vu de lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous fait aussi découvrir sa musique. Il explique ce que signifiait, par exemple, en Pologne, les polonaises, les mazurkas, dans quelles circonstances on les jouait. Donc toute cette inspiration traditionnelle de Chopin. Et surtout, comment Chopin créa à partir d'une musique nationale polonaise une musique universelle qui parle à tous les peuples. Il explique aussi ce qu'était chez Chopin le rubato chopinesque. Alors, c'est un mot italien qui signifie dérober, et c'est en fait toutes les variations de vitesse qu'un musicien peut appliquer à la musique à partir d'une partition, qui fait que la musique peut être très différente d'un musicien à l'autre. Et cette façon de jouer est celle des musiciens romantiques, notamment de Frédéric Chopin et de Franz Liszt notamment aussi. Il explique également de façon très belle, il avait vraiment des talents d'écrivain, Franz Liszt, il explique l'énigme du couple Sand-Chopin. Madame Sand entendit souvent parler de Chopin. Elle entendit vanter plus que son talent, son génie poétique. Elle connut ses productions et fut frappée de l'abondance de sentiments répandus dans ses poésies. Elle entrevit, à travers les inspirations de l'artiste polonais, un idéal d'amour qui prenait les formes du culte pour la femme. Elle ne devina peut-être pas quel long enchaînement de souffrances, de silence, de patience et de courageuse persévérance avait créé cet idéal. Impérieux et résigné, admirable mais triste à contempler, comme ces plantes à corolle rose dont les tiges s'entrelaçant à un filet de longues et nombreuses veines donnent de la vie aux ruines, réservées pour les embellir par la nature qui les fait croître. Beau voile qu'il est donné à son ingénieuse et inépuisable richesse de jeter sur la décadence des choses humaines. Elle fut désireuse de connaître cet artiste, amant d'un impossible si nuageux, si avoisinant les régions surlunaires. Mais hélas, si ces régions sont exemptes des miasmes de notre atmosphère, elles ne le sont point de nos désolées tristesses. Madame Sand avait-elle pressenti cette incurable mélancolie, cette volonté immiscible, cet exclusivisme impérieux qui gît au fond des habitudes contemplatives, qui s'empare des imaginations, se complaisant à la poursuite de rêves dont le type n'existe pas dans le milieu où il se trouve. Il évoque aussi ses étrangetés. Une de ses singularités consistait à ne point écrire de lettres à d'autres, et l'on eût pu croire qu'il avait fait vœu de n'en jamais adresser à des étrangers. C'était chose curieuse de le voir recourir à tous les expédients pour échapper à la nécessité de tracer le plus insignifiant billet. Maintes fois, il a préféré traverser Paris d'un bout à l'autre pour refuser un dîner ou faire part de légères informations, plutôt que de s'épargner la peine en écrivant quelques lignes. Son écriture resta inconnue à la plupart de ses amis. Enfin, il évoque avec beaucoup d'émotion la fin de la vie de Chopin, rongée par la rupture et la solitude. Chopin parla souvent alors et presque avec prédilection de Madame Sand, sans aigreur et sans récrimination. Les larmes lui montaient aux yeux en la nommant, mais il s'adonnait avec une sorte de brûlante douceur à la ressouvenance en amoureux des jours anciens. Malgré les subterfuges qu'employaient ses amis pour écarter ce sujet de sa mémoire, afin d'éviter l'émotion redoutée qui l'amenait, il aimait à y revenir, comme s'il eût voulu détruire sa vie par les mêmes sentiments qui l'avaient ranimé jadis et s'asphyxier dans ce mortel dictame. En vain cherchait-on à en éloigner sa pensée, il en reparlait toujours, et lorsqu'il n'en parlait plus, n'y songeait-il pas encore ? On eût dit qu'il humait avidement ce poison pour avoir moins longtemps à le respirer. Il fut victime,
et une noble et illustre victime de ces attraits momentanés de deux natures opposées. Chopin sentit et répéta souvent que ce lien, cette longue amitié, en se brisant, brisait sa vie. On pourrait citer aussi les mémoires du marquis de Custine, célèbre historiographe de la Russie, qui était admirateur fanatique de Chopin et qui le lui écrivait. Il lui a écrit de très très belles lettres et il disait que Chopin jouait de l'âme. Donc ça, vous pouvez le retrouver notamment en libre accès sur Gallica. Je voudrais aussi citer André Gide, qui est un très grand écrivain et qui a écrit une note sur Chopin. Alors André Gide, il a lui-même été pianiste et musicologue. Et il a été, depuis son enfance, passionné par Chopin. Il le considérait comme ayant abouti à la musique la plus pure. Et il évoque donc son admiration dans ses journaux. Et surtout, dans Notes sur Chopin, pour Gide, Chopin est l'incarnation même de l'artiste et s'identifie même à lui. Il a une relation très forte entre lui et le musicien, presque un peu anormale, à tel point que quand Chopin est critiqué, notamment dans un article des Nouvelles littéraires, Gide pense qu'on veut le blesser à travers Chopin. Il évoque le pouvoir de Chopin sur sa propre littérature. « J'ai passé avec Chopin plus d'heures que je n'en ai passé avec aucun autre auteur. » Et dans ce livre, en fait, en Notes sur Chopin, il analyse le musicien et Baudelaire. Il les met en rapport parce qu'ils furent tous les deux jugés à leur époque comme malsains et aussi pour leur horreur du déclamatoire. Ils préféraient la vérité plutôt que la passion. Il y a toujours la retenue de Chopin qui plaît beaucoup à Gide. Et il évoque que la plupart de ses interprètes de Chopin, comme Cortot par exemple ou Rubinstein, n'ont rien compris à Chopin et il voulait l'évoquer dans son livre. Pour lui, c'est froid, ils n'ont pas compris la poésie de Chopin et ils font mal passer le message de Chopin. Donc c'est vraiment un livre pour essayer de faire revivre Chopin et le montrer sous une autre façon. Il essayait lui-même de le jouer tel qu'il imaginait que Chopin jouait. Enfin, deux autres petits romans très courts, Balzac, Ursule Mirouet, en 1842. Donc, juste pour résumer, Ursule Mirouet, c'est une orpheline héritière d'un bienfaiteur qui va s'attirer la haine de la part de tous ses rivaux et elle sera sauvée par l'amour. Dedans, Balzac évoque Ursule Mirouet, il fait le parallèle de son caractère avec celui de Chopin. Chopin prouve aujourd'hui pour l'ingrat piano la vérité de ce fait déjà démontré par Paganini pour le violon. Ce beau génie est moins un musicien qu'une âme qui se rend sensible et qui se communiquerait par toute espèce de musique, même par de simples accords. Par sa sublime et périlleuse organisation, Ursule appartenait à cette école de génie si rare. Il évoque aussi le rapport amoureux qui s'installe entre la jeune femme qui est installée au piano et qui joue, et qui souhaite par la musique révéler son âme au jeune homme sans lui dire. Et c'est ce jeune homme qui la sauvera dans le roman. Donc c'est très beau, c'est très romantique aussi, hein, ce roman. Un autre court roman, Les Braises de Sándor Márai, en 1942. Donc lui, c'est un Hongrois. Il s'agit là d'une histoire contrariée d'amour entre deux amis d'enfance qui ne se revoient que 40 ans après leur séparation. Et on retrouve en fait l'influence pour lui de la musique de Chopin comme s'il entraînait en fait dans sa mélancolie, dans les souvenirs. Il évoque un peu le zal en fait qui se communique à tout le monde. La comtesse et Conrad jouaient avec passion. Ils interprétaient Chopin avec un tel feu que dans la pièce, tout paraissait vibrer. Tandis que dans leur fauteuil, le père et le fils attendaient avec courtoisie et résignation la fin du morceau, ils comprenaient qu'une véritable métamorphose s'était opérée chez les deux pianistes. De ces sonorités, une force magique s'échappait, capable d'ébranler les objets, en même temps qu'elle réveillait ce qui est enfoui au plus profond des cœurs. Dans leur coin, les auditeurs polis découvraient que la musique pouvait être dangereuse, en libérant un jour les aspirations secrètes de l'âme humaine. Mais les pianistes ne se souciaient pas du danger. La polonaise n'était plus que le prétexte à l'explosion des forces qui ébranlent et font crouler tout ce que l'ordre établi par les hommes cherche à dissimuler si soigneusement.
on retrouve la même idée dans L'Amant de Marguerite Duras, juste à la fin du roman. Donc on retrouve la musique de Chopin qui révèle quelque chose, un passé douloureux justement, le Zal. À la fin, Marguerite, enfin la jeune héroïne, est vraiment prise par ce Zal qui lui est communiqué par l'écoute de la musique de Chopin. Elle comprend en effet seulement à ce moment précis, au moment où elle écoute cette musique, qu'elle aimait véritablement l'homme dont elle avait cru se jouer. Et une autre fois, c'était encore au cours de ce même voyage, pendant la traversée de ce même océan. La nuit de même était déjà commencée. Il s'est produit dans le grand salon du pont principal l'éclatement d'une valse de Chopin qu'elle connaissait de façon secrète et intime parce qu'elle avait essayé de l'apprendre pendant des mois et qu'elle n'était jamais arrivée à la jouer correctement. Jamais. Ce qui avait fait qu'ensuite sa mère avait consenti à lui faire abandonner le piano. Cette nuit-là, perdue entre les nuits et les nuits, de cela, elle était sûre. La jeune fille l'avait justement passée sur ce bateau et elle avait été là quand cette chose-là s'était produite, cet éclatement de la musique de Chopin sous le ciel illuminé de brillance. Il n'y avait pas un souffle de vent et la musique s'était répandue partout dans le paquebot noir, comme une injonction du ciel dont on ne savait pas à quoi elle avait trait, comme un ordre de Dieu dont on ignorait la teneur. Et la jeune fille s'était dressée, comme pour aller à son tour se tuer, se jeter à son tour dans la mer, et après, elle avait pleuré, parce qu'elle avait pensé à cet homme de Chollen, et elle n'avait pas été sûre, tout à coup, de ne pas l'avoir aimé d'un amour qu'elle n'avait pas vu, parce qu'il s'était perdu dans l'histoire, comme l'eau dans le sable, et qu'elle le retrouvait seulement maintenant, à cet instant de la musique, jetée à travers la mer. Enfin, et mon avant-dernier coup de cœur, ce sera celui de Cyprian Norvide, piano de Chopin, écrit en 1863. Cyprian Norvide, c'est un incontournable, d'abord parce qu'il est considéré par beaucoup comme le plus grand poète du XIXe siècle, le plus universel et révolutionnaire de la Pologne en tout cas, ayant eu une influence à travers sa poésie sur tous les autres arts de la Pologne et jusque dans l'architecture. Enfin, c'est un auteur qui, comme je l'ai dit, est très engagé, notamment pour la cause polonaise, mais jusqu'en Amérique pour d'autres causes. Et c'était l'auteur préféré de Jean-Paul II. Il a prophétisé à ses contemporains la Première Guerre mondiale. Voilà un peu pour Cyprian Norvide. En 1863, soit 14 ans après la mort de Chopin, il écrit pour ses penchés « Piano de Chopin ». C'est un recueil de 100 poèmes qui s'enchaînent pour exprimer son désarroi en apprenant depuis la France ce qui s'est passé en Pologne. À Varsovie, le 19 septembre 1863, on annonce en effet qu'un attentat a été commis envers un représentant russe depuis le palais Zamoïski, où des bombes ont été jetées depuis les dernières fenêtres du palais, sur la voiture du gouverneur russe Berg. Cet événement se retrouve dans le contexte d'une nouvelle insurrection, comme la première. Il y en a eu plusieurs au XIXe siècle. Elle couvre depuis janvier cette insurrection et elle sera terrassée de nouveau en 1864. Les représailles de ces bombes jetées du palais ont été immédiates. Il y eut d'abord plusieurs tirs visant les fenêtres des derniers étages et touchant mortellement un jeune homme innocent. Et au 3e étage de ce palais se trouvait un autre locataire, la sœur de Chopin, qui venait de rassembler tous les effets et les souvenirs de sa famille et de son défunt frère, dont le piano sur lequel il avait joué. Les Russes, pour se venger, perquisitionnèrent tout le palais. Ils le réquisitionnèrent et pillèrent sur le champ tout ce qu'ils trouvèrent. Ils jetèrent par les fenêtres ce qui avait appartenu à Chopin, les manuscrits, les partitions, ses souvenirs et ses meubles, dont le piano qui lui avait tant servi et qui fut fracassé sur le pavé, puis brûlé avec le reste au pied de la statue de Copernic à Varsovie, sous les yeux effarés des Polonais qui voyaient partir en fumée un tel monument de leur culture nationale. Cyprian écrivit alors à la mémoire du musicien un monument à sa gloire. Il évoque comme liste l'importance de Chopin non seulement pour la Pologne, mais pour l'humanité entière. Et il évoque notamment qu'il a su, je cite, « élever les inspirations populaires à une puissance qui pénètre et embrasse l'humanité entière. » Dans une strophe, on retrouve aussi son désarroi. « Mais toi, mais moi, faisons jaillir le chant du jugement. Clamons
Réjouis-toi, lointain héritier, les pierres sourdes ont gémi, l'idéal a touché le pavé. L'idéal qui a touché le pavé, c'est cette phrase énigmatique qui se rapporte au piano de Chopin en cette journée de septembre 1863. Et c'est selon le préfacier de ce recueil, Christophe Jezewski, je cite, « La réconciliation du beau parfait, incarnée par la musique de Chopin, et la réalité de la vie, l'histoire corrompue par le mal, la mesquinerie, l'inachevé. C'est la fusion de l'idéal et de la vie, la rédemption du mal par l'acte symbolique de la souffrance et la descente de Chopin vers le peuple, son association avec lui dans le mythe du martyr polonais. » Et je terminerai avec Heinrich Heine, qui était un ami de Chopin. Lui, c'était un ami d'exil, un juif allemand. Il avait les mêmes peines en fait que Chopin. Ils se sont retrouvés en France tous les deux. Et il a écrit de tout un peu, dans lequel il décrit beaucoup de choses et notamment il réserve quelques passages à Chopin. Vous pourrez donc trouver des témoignages sur lui dans ce livre. On retrouve par exemple « Chopin tourne la tête à toutes les filles et rend jaloux tous les maris. Il est à la mode, mais le regret du pays le consume. » Et je terminerai avec cette citation qui est la plus belle de son livre. « Il faut accorder à Chopin le génie dans toute la signification du mot. Il n'est pas seulement virtuose, il est aussi poète. Il peut nous donner la perception de la poésie qui vit dans son âme. Il est compositeur, et rien n'est comparable à la jouissance qu'il nous procure quand il s'assied à son piano et qu'il improvise. Il n'est alors ni polonais, ni français, ni allemand. Il trahit une origine bien plus haute. Il descend du pays de Mozart, de Raphaël, de Goethe. Sa vraie patrie est le royaume enchanté de la poésie. » J'espère que cette rencontre de Chopin à travers la littérature vous aura plu. N'hésitez pas à venir, bien sûr, emprunter les livres autour de ce musicien hors norme, soit à l'espace littérature, soit à l'espace studio, et à emprunter nos CD, à écouter Chopin à travers aussi le site de la Philharmonie. Donc vous avez accès intégral à partir du site de la médiathèque, si vous êtes abonné, en vous connectant sur le portail et en cliquant sur « Service en ligne ». Vous aurez ainsi la possibilité de retrouver les nouveaux concerts et les conférences, fiches pédagogiques et l'histoire de la musique à travers ce site. Et quant à moi, je vous dis bonne journée et à bientôt.